Alors, il est 11 heures. Si c'est bon pour tout le monde, on va commencer ce webinaire. Adeline et Clara, c'est bon? Oui, c'est bon de mon côté. Je pense que c'est bon du mien aussi. Alors, c'est bon, on va commencer. Alors, du coup, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour ce webinaire aujourd'hui. Je suis Cassandre et aujourd'hui, je représente la Happytech qui a co-organisé du coup ce webinaire avec l'équipe de Kandou. La Happytech, c'est un collaboratif qui regroupe aujourd'hui une soixantaine de startups pour la qualité du travail à travers la technologie. Aujourd'hui, nous allons aborder l'utilité de l'environnement de travail et notamment après post-Covid du coup. Et pour cela, je laisse l'équipe Kandou se présenter et démarrer ce. Merci beaucoup Cassandre. Bonjour à tous. Nous sommes vraiment ravis d'organiser ce webinaire en partenariat avec la Happytech. Je m'appelle Clara Jetzel, je suis directrice générale de Kandou. Et Adeline Cellier dans l'équipe Kandou va présenter à mes côtés ce webinaire. Et Adeline est designer dans l'équipe Kandou. Voilà, Kandou, alors qui est Kandou en quelques mots? Kandou, c'est une start-up qui est née en 2017 au sein du département de la recherche et développement du groupe Saint-Gobain. Et Kandou a pour objet la mesure et l'amélioration du confort à l'intérieur des bâtiments, et en particulier des espaces de travail et de l'environnement de travail. Voilà, et nous sommes bien sûr adhérents membres de la Happytech puisque nous partageons la même préoccupation du bien-être et de la technologie au service du bien-être dans les environnements de travail. Voilà, je vais donc vous présenter la manière dont va se dérouler notre webinaire. Dans un premier temps, nous allons partager avec vous les résultats d'une étude que Kandou a menée à la sortie du confinement, à la sortie de la crise sanitaire, sur le vécu des uns et des autres, en particulier dans notre écosystème de l'environnement de travail. Donc nous allons partager les résultats, les principales conclusions de notre étude, puis nous partagerons avec vous notre vision, nos convictions au sujet de l'évolution du bureau de demain. Voilà. Donc, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est que je vais passer la main à Adeline, qui va vous présenter la première partie, les résultats de notre étude. Merci Clara. Bonjour à tous. Donc, effectivement, nous allons vous présenter les points clés qui ressortent de notre étude. Donc, tout d'abord, un petit rappel méthodologique sur la manière dont nous l'avons menée. Nous avons eu une centaine de répondants, avec pour moitié des collaborateurs et pour autre moitié des décideurs sur les sujets liés à l'environnement de travail et l'organisation du travail. L'étude était à la fois qualitative via des entretiens téléphoniques et quantitative via un questionnaire en ligne. Et nous avons récolté les réponses entre le 11 mai et le 4 juin, donc vraiment dans la foulée de la sortie du confinement. Il y a eu beaucoup d'autres études, comme je pense vous avez pu le voir, qui ont été menées pendant cette période. Et donc, nous allons prendre le temps d'éclairer nos résultats avec les chiffres de ces autres études qui sont complémentaires de la nôtre pour mettre les choses un peu en perspective. L'un des premiers points clés qui ressort de notre étude, c'est le bilan positif de cette période de télétravail généralisé. Donc, le télétravail est plébiscité côté entreprise comme côté collaborateur. On peut voir qu'il y a eu 82% des salariés qui ont affirmé vouloir faire davantage de télétravail à l'avenir, et 71% des entreprises qui envisagent de favoriser le télétravail plus durablement. Ces chiffres sont confirmés par d'autres études comme celle de l'ANDRH, l'Association nationale des DRH. Et donc cette étude montre que 74% des entreprises aussi prévoient un développement durable du télétravail après la crise. Pourquoi un bilan aussi positif? C'est probablement parce que les avantages ont été perçus à la fois par les collaborateurs et par les entreprises. Donc, c'est ce que montrent différents points des études de l'étude de l'ANDRH, mais aussi d'une autre étude menée par l'ARTEG, donc l'Association française des directeurs de l'environnement de travail.
Donc les avantages perçus côté collaborateur, c'est une meilleure autonomie, une plus grande flexibilité, un gain de temps au quotidien. Et côté entreprise, ce sont des gains de productivité et une hausse des performances des collaborateurs. Donc, certes, le télétravail est plébiscité, mais on sent quand même que le bureau reste important. On a vu dans notre étude que 65% des collaborateurs exprimaient un manque par rapport au moment de travail collectif et plus globalement au moment d'échanges informels qui font partie intégrante de la vie de l'entreprise et de la vie au bureau. Côté décideurs, ceux-ci ont vraiment vu que ce manque d'échanges et cet isolement plus grand des collaborateurs avait un impact sur leur motivation et leur engagement. D'ailleurs, l'étude de la NDRH montre que 80% des DRH interrogés évoquent ce risque d'une perte du sentiment d'appartenance à l'entreprise et d'une diminution de la cohésion dans les équipes. Plus globalement, on peut voir apparaître des points de vigilance face à l'augmentation du temps en télétravail, des points de vigilance qui concernent notamment le bien-être psychologique des collaborateurs. Donc, on vient de le voir, les effets de l'isolement, donc la perte de motivation, la perte d'engagement, voire la perte de sens dans son travail, peuvent être des effets de ce télétravail accru. Il y a aussi la question de la limite entre la vie professionnelle et la vie personnelle, cette limite ayant tendance à se brouiller en télétravail. Donc, certains font rapport d'une plus grande difficulté à se déconnecter et à bien segmenter leur temps et leurs activités. Dernier point, il y a aussi une possibilité d'augmentation des risques psychosociaux. Donc, il y a une étude qui a été menée par Moodwork. Pour rappel, Moodwork, c'est une entreprise qui développe des outils et des méthodes pour améliorer la qualité de vie au travail des salariés. Et donc, leur étude montre qu'il y a eu une hausse des addictions pendant la période de confinement, addiction au thé, café, cigarettes, vitamines, alcool, et qu'il y a une augmentation de 3% de la consommation de somnifères. Donc, et plus globalement, leur étude reporte un sentiment d'anxiété accru chez les collaborateurs. À noter évidemment que ces constats sont faits quand même dans une période de télétravail qui était plus ou moins forcée et à 100% du temps, et dans un contexte de pandémie, donc un contexte assez particulier. Donc, les points de vigilance qui apparaissent concernent le bien-être psychologique des collaborateurs, mais également leur bien-être physique, car il ne faut pas oublier que le domicile n'est pas conçu pour être un lieu de travail à la base. Donc, on peut voir dans notre étude que près d'un salarié sur deux déclare que son bureau à domicile n'est pas du tout ou pas vraiment confortable, ou encore que 62% des salariés considèrent que leur chaise de bureau n'est pas du tout ou pas vraiment adaptée au télétravail. Et plus globalement, les personnes trouvent que le confort est bien meilleur au bureau. D'autres études vont dans ce sens, comme celle d'Empreinte Humaine, un cabinet de conseil en qualité de vie au travail et risques psychosociaux. Donc, leur étude portait sur les conditions de travail des personnes confinées à leur domicile et remontait le fait que seul un peu moins de la moitié, donc 45% des travailleurs interrogés, pouvaient s'isoler toute la journée pour travailler. 60% d'entre eux travaillaient dans leur salon et pas plus d'un quart disposaient d'une pièce réellement fermée dans laquelle ils pouvaient s'isoler, donc une chambre par exemple transformée en espace de télétravail. L'étude Moodwork, de son côté, reporte une nette augmentation des différents TMS, donc troubles musculo-squelettiques, sur la période du confinement. Et plusieurs commentaires dans notre étude font écho d'ailleurs à ce constat en reportant des maux de dos, des maux de tête liés à des problèmes de posture et d'équipement inadaptés. Donc on voit là des limites et des écueils possibles de cette généralisation et cette augmentation du télétravail. Et on a pu voir que le suivi des entreprises face à cette situation a été relativement insuffisant. Leur adaptation à la situation était inégale et leur suivi plutôt hétérogène. Donc seulement 54% des entreprises ont déclaré avoir mis en place un suivi du bien-être des collaborateurs en télétravail. Parmi les indicateurs qu'ils disaient suivre, il y avait d'abord le vécu et le ressenti des collaborateurs, le suivi des missions et la gestion du temps, et le bon fonctionnement des outils de télétravail. Ces trois indicateurs-là arrivant avant le suivi du confort physique et l'aménagement de l'espace. Au-delà des indicateurs, il y a quand même plusieurs entreprises qui nous ont remonté, qui nous ont dit avoir mis en place des actions et des bonnes pratiques pour accompagner le télétravail. Donc ça pouvait être la mise en place d'une charte, ça pouvait être une formation des managers pour s'adapter à la situation, des activités de cohésion à distance, une digitalisation des process et des outils,
mais aussi potentiellement la distribution ou l'achat de matériel supplémentaire, voire pour certaines entreprises, la mise en place d'une subvention versée directement aux collaborateurs pour qu'ils puissent mieux s'équiper. À la sortie du confinement, évidemment, le sujet principal a été l'organisation d'un retour progressif au bureau. Donc, il fallait déterminer les conditions de ce retour. Et l'objectif principal était bien sûr de rassurer les collaborateurs sur leur sécurité et leur santé. Dans notre étude, il y a un tiers des décideurs qui nous ont dit ne pas avoir rencontré de difficultés particulières dans l'organisation de ce retour. Ils ont estimé que les préconisations gouvernementales étaient suffisantes pour faire face à la situation. Un autre tiers a remonté des problèmes liés au respect des mesures de distanciation, donc à la place dans les espaces. Et plus globalement, la crainte forte exprimée de part et d'autre restait liée à la question du trajet et des transports, donc un point qui n'est pas forcément du ressort de l'entreprise. Les entreprises donc, se sont concentrées sur la mise en place d'actions de court terme pour faire face à cette situation. On a bien vu dans leur retour qu'il était encore trop tôt pour elles pour envisager des aménagements qui seraient plus conséquents des bureaux ou des travaux plus lourds. Donc, parmi tous les gestes barrières que les entreprises nous ont remontés, nous avons pu faire 6 catégories, les classer en 6 catégories différentes. Donc, tout d'abord, les mesures individuelles, les classiques distribution de gel, masque, la prise de température par les collaborateurs, les questions de distanciation avec on sait la condamnation de certains postes et espaces, les marquages indiquant le sens de circulation, les mesures de communication, donc avec la mise en place de cellules de crise, la désignation de référents Covid dans les équipes, le pilotage du taux d'occupation des bâtiments avec un système de roulement des équipes et des horaires décalés pour limiter la jauge dans les espaces. Il y a certaines entreprises qui nous ont dit également avoir mis en place une application ou un portail en ligne pour permettre aux collaborateurs de réserver leur bureau ou leur place au restaurant d'entreprise. Côté qualité de l'air, c'était plutôt des questions de réglage des équipements avec par exemple une ventilation réglée sur 100% d'air neuf pour un renouvellement optimal de l'air dans les locaux, quand c'est possible évidemment, et une suppression de la climatisation par mesure de précaution. Et enfin, le dernier point, l'hygiène et la santé avec un ménage renforcé et parfois également, pour certaines entreprises, un accompagnement et un audit du retour au bureau par des bureaux d'études spécialisés sur ces questions. Parmi toutes ces mesures de court terme, nous pressentons que certaines de ces préoccupations seront amenées à se pérenniser. C'est le cas pour nous de la question du taux d'occupation et du pilotage de la jauge dans les bâtiments, l'importance également accrue de la qualité de l'air dans les espaces, et enfin, plus globalement, l'attention à la santé et à l'hygiène des espaces. Plus généralement, se pose évidemment la question de l'évolution de l'environnement de travail de demain. C'est le sujet de notre deuxième partie. Donc, je laisse la parole à Clara qui va vous la présenter. Merci beaucoup Adeline. Merci Adeline. Nous souhaitons effectivement profiter de cette occasion pour partager avec vous notre vision et nos convictions sur l'évolution de l'environnement de travail compte tenu de la période que nous venons de vivre. Avant de rentrer dans chacune de nos idées clés, en guise d'introduction, ce que nous souhaitons vraiment mettre en lumière, c'est le fait que cette crise, nous sommes convaincus qu'elle va jouer le rôle d'un accélérateur de tendances déjà existantes avant la crise. Alors clairement, comme l'a souligné Adeline dans la première partie, la tendance est à la généralisation et l'extension du télétravail à moyen-long terme. Nous l'avons vu, c'est un souhait qui est partagé à la fois par les collaborateurs et par les décideurs en entreprise. Mais le réel sujet, en fait, sur lequel on souhaitait s'arrêter ce matin avec vous, c'est l'éclatement du temps de travail entre plusieurs espaces de travail. Puisque effectivement, il y aura un temps plus important en télétravail, mais le reste du temps, ce temps de travail va se partager très vraisemblablement entre plusieurs lieux. Il y aura bien sûr le domicile pour le télétravail, le lieu de travail, le bureau de l'entreprise, mais également des tiers-lieux comme les coworking par exemple. De la même manière, l'étude de l'ANDRH que nous citions plus tôt
indique quelque chose qui va dans ce sens, puisque 80% des DRH plébiscitent un modèle hybride avec la répartition du temps de travail entre ces différents types de lieux. La vraie question, une fois qu'on se dit que la vision est celle de cet éclatement du temps de travail, la vraie question qui se pose, c'est la répartition du temps. Combien de temps on va passer dans ces différents lieux et surtout, qu'est-ce qu'on y fera et ça, nous en parlerons tout à l'heure. En termes de répartition du temps, il y a un chiffre vraiment qui a retenu notre attention, c'est que 60% des DRH envisagent un télétravail à 2 jours par semaine pour 25% des salariés. C'est en moyenne un chiffre qui fait plutôt consensus, en tout cas dans l'échantillon de l'étude de la MDRH. Et 10% des entreprises envisageraient un télétravail à plus de 75%, ce qui est clairement non négligeable. Alors évidemment, cet équilibre, cette répartition du temps entre les différents lieux de travail ne peut pas être unique. Il serait bien évidemment fonction de plusieurs facteurs, comme le secteur d'activité, le métier de l'entreprise, bien évidemment la culture de l'entreprise et bien sûr les tâches, les missions à réaliser au quotidien par les différentes équipes qui composent l'entreprise. Cet éclatement du temps de travail, c'est évident que c'est une transformation profonde des modes de travail et par conséquent, cela implique de nouvelles responsabilités pour l'entreprise. La première responsabilité, c'est bien sûr de s'assurer que les collaborateurs travaillent dans de bonnes conditions, quel que soit le lieu où ils réalisent leur mission. C'est donc le sujet des moyens et des ressources qui sont mis à leur disposition pour garantir un confort et un cadre de travail adapté à leurs activités. Il y a diverses manières de s'en assurer. Ça commence par la fourniture des équipements. Ça peut être une prime ou un bon d'achat pour du matériel. Ça peut encore prendre la forme d'une participation à un abonnement dans un coworking à proximité du domicile. La seconde responsabilité, c'est de s'assurer du bien-être psychologique des collaborateurs dans ces nouveaux modes de travail et de les accompagner en cas de difficulté face à ces risques psychosociaux que nous avons évoqués un peu plus tôt. Toujours dans l'étude de la NDRH, un chiffre va dans le sens de cette conviction que nous partageons clairement. 75% des DRH sont favorables à la mise en place d'une cellule d'écoute et de soutien pour les collaborateurs. Plus généralement, nous faisons le pari d'une généralisation des baromètres sociaux qui seront probablement enrichis et complétés par rapport à tous les baromètres qui existent déjà aujourd'hui. Le dernier point, et non des moindres, en termes de responsabilité pour l'entreprise, c'est l'accompagnement des managers face à cette transformation. Ces managers vont devoir faire évoluer leurs pratiques managériales pour s'assurer de l'engagement, de la cohésion, de la motivation et de l'efficacité des équipes qui font face à cette transformation, encore une fois, de ces nouveaux modes de travail. 93% des DRH estiment d'ailleurs, toujours dans cette étude que nous citons, que ces nouveaux modes de travail appellent une refonte des pratiques managériales pour accompagner ce changement assez fondamental. Alors, une question importante qui ressort de notre enquête, c'est le rôle et la fonction du bureau de demain. Nous parlions tout à l'heure de l'éclatement du lieu de travail et de la répartition du temps de travail entre plusieurs lieux. Se pose donc la question, demain, lorsque nous irons au bureau, pour quelles raisons, pour quelles activités irons-nous au bureau par rapport aux activités et aux missions que nous réaliserons plutôt en télétravail. Alors, nous pensons que les activités que nous ferons au bureau porteront avant tout sur du travail collectif et du travail collaboratif. Alors, par exemple, ça peut être des moments de brainstorming, des sessions de créativité ou des temps forts de management
et d'animation de l'équipe. Voilà, ça ce serait effectivement des sujets qui restent très importants pour les bureaux de l'entreprise. Les activités de production individuelle, quant à elles, qui nécessitent de la concentration, auront davantage tendance à se produire sur les moments de télétravail. D'autres activités qui nous semblent liées au lieu de travail de l'entreprise, c'est l'intégration des nouveaux arrivants. Les bureaux sont en effet un lieu qui incarne l'entreprise, sa singularité, sa culture, et donc il nous semble important de garder à l'esprit que les parcours d'intégration, l'intégration de nouveaux arrivants doivent rester bien sûr connectés à ce lieu qui incarne l'entreprise. C'est aussi un lieu qui reste essentiel pour la transmission des compétences et du savoir-faire. Alors bien sûr, nous avons vu ces dernières années un progrès important sur le e-learning pour la formation, mais la dimension présentielle de la formation reste un moment qui doit s'incarner probablement dans ce lieu de travail de l'entreprise. Enfin, le bureau est un endroit qui favorise la rencontre et la socialisation. Nous l'avons vu dans l'étude, ces moments d'échange informels restent extrêmement importants pour la cohésion des équipes et pour le sentiment d'appartenance. Donc, en synthèse, si le bureau de demain doit remplir en particulier ces fonctions que nous venons d'évoquer, il est bon d'anticiper une évolution de l'environnement de travail et des espaces tertiaires pour assurer ces fonctions. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes convaincus que la crise que nous avons vécue va jouer un rôle d'accélérateur des tendances en matière d'espace de travail et de gestion du bâtiment, enfin des espaces tertiaires. Le télétravail et l'évolution du rôle du bureau appellent des espaces de travail plus flexibles, plus modulaires, et nous sommes convaincus que le flex office déjà présent et déjà en cours de déploiement va voir son développement renforcé. Le deuxième point qui nous semble important, c'est la notion d'expérience collaborateur. C'est déjà un sujet qui était présent bien sûr avant la crise, mais ce sujet de l'expérience collaborateur, combiné à ce que nous venons de dire sur le rôle du bureau de demain, va probablement se voir renforcé, notamment par le déploiement de services aux occupants. À titre d'exemple, tout ce qui relève du smart office, ces systèmes de réservation de salles de réunion, de réservation de postes de travail ou de réservation d'applis et de réservation, par exemple, d'une place au restaurant d'entreprise, tous ces systèmes de smart office et de services aux occupants, nous faisons le pari que ça va continuer à se développer fortement. Alors pourquoi ce sujet de l'expérience collaborateur est important? C'est parce que tout ça participe à l'attraction, à la fidélisation des talents, et tout ça contribue à augmenter l'engagement des collaborateurs. En matière de gestion des bâtiments et des espaces tertiaires, de la même manière, nous sommes convaincus que les tendances existantes vont être renforcées et vont continuer de se développer à un rythme plus fort. À commencer par le sujet de la santé et la sécurité. Évidemment, ce qui ressort de cette période de crise sanitaire, c'est un focus très important sur la santé et la sécurité à l'intérieur des bâtiments et le fait d'offrir un environnement de travail qui soit sécurisant, rassurant pour les collaborateurs. Nous faisons le pari que les labels et les certifications vont accompagner ce mouvement afin que les entreprises puissent communiquer sur le fait que l'environnement de travail qu'elles offrent sont sécurisants pour les collaborateurs. De la même manière, nous sommes convaincus que tout ce qui touche au smart building va réellement continuer à prendre un essor important. Les immeubles sont amenés à devenir de plus en plus intelligents. Je prends l'exemple du monitoring de l'occupation et de l'utilisation des espaces. C'était déjà d'actualité. Avec cette crise, le monitoring de l'occupation et d'utilisation des espaces va probablement sortir renforcé, être accéléré, et demain,
devrait permettre d'ajuster les paramètres de l'environnement de travail et d'envoyer des consignes au système de gestion du bâtiment, comme au système de ticketing pour la maintenance, par exemple, en fonction de l'occupation et de l'utilisation des espaces. Enfin, et dernier point qui nous touche particulièrement, nous, Kandou, la notion de confort et de bien-être des occupants devrait davantage être prise en compte demain dans le pilotage des bâtiments et dans la prise de décision en matière d'efficacité énergétique des bâtiments. En conclusion, voilà, nous sommes ravis d'avoir partagé avec vous le résultat de notre étude, mais également notre vision et nos convictions quant à l'évolution de l'environnement de travail. Comme vous le savez sans doute, Kandou accompagne ses clients dans ces grandes évolutions. Nous établissons un diagnostic des environnements de travail où qu'ils se trouvent et nous recueillons le ressenti des collaborateurs. Cette méthodologie, qui est à la fois quantitative et qualitative, nous semble d'autant plus pertinente face à ces nouveaux enjeux de la qualité de vie au travail et ces nouveaux enjeux de responsabilité sociale de l'entreprise. Voilà, nous vous remercions de votre attention et de votre participation. Il nous reste bien sûr un peu de temps pour répondre à vos questions. Oui, effectivement. Merci beaucoup, Clara et Adeline, pour toutes ces bonnes informations. Du coup, dans le chat, n'hésitez pas à poser vos questions. On y répondra avec plaisir et vous y répondrons avec plaisir. Donc, on va attendre quelques petites minutes. Voilà. Si vous avez quelque chose à rajouter, il ne faut pas hésiter non plus. J'ai Sandra qui demande si la présentation, après, est-ce qu'elle pourra obtenir la présentation de Kandou? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Alors, bon, Sylvie, merci beaucoup. Très synthétique et très clair. Merci. Alors, j'ai une question de Nathalie. Donc, c'est par rapport à l'étude. Elle voulait savoir quels étaient les interlocuteurs interrogés dans les entreprises. Ah, Adeline, on ne t'entend pas, Adeline. J'avais coupé le micro, pardon. Oui, donc les interlocuteurs que nous avons eus, ce sont des personnes, donc comme nous disions, pour moitié, c'est des collaborateurs qui qui nous ont donné leur ressenti sur la situation, que ce soit via le questionnaire ou via des entretiens que nous avons menés en ligne avec eux. Et les autres personnes, alors sur le questionnaire en ligne, se sont déclarés décideurs sur les questions de l'environnement de travail et sur l'organisation du travail. Et ça variait en fonction de la taille de l'entreprise. Ça pouvait être soit des personnes directement directrices de l'entreprise, soit des personnes reliées à la DRH ou à la DET, la direction de l'environnement du travail des entreprises interrogées. Merci beaucoup. Et plus globalement, juste oui, pour préciser quand même, c'était essentiellement des entreprises du secteur tertiaire, étant donné que nous avons diffusé ce questionnaire dans le réseau de Kandou et plus globalement, nous l'avons adressé à des personnes dont le télétravail pouvait se faire, dont le travail pouvait se faire en télétravail. Donc voilà, c'était quand même le secteur tertiaire essentiellement. Alors, j'ai une autre question. Alors, c'est de Ludovic. Une solution individuelle permettant de communiquer quel que soit son lieu de travail tout en se protégeant du bruit. J'avoue que je me posé la question. C'était par rapport à la distanciation, il me semble.
Les collaborateurs sont souvent attachés à leur espace de travail personnel. Quelles sont vos solutions? Par rapport à la mise en place du flex office, c'est ça? C'est ça. Oui, oui, tout à fait, Aline. Donc, quelle solution pour… Oui, Clara, je ne sais pas si tu veux rebondir, mais après, nous… Effectivement, oui, il y a parfois un attachement, effectivement, à l'espace de travail personnel. Après, effectivement, la décision de passer en flex office relève souvent d'une stratégie immobilière de l'entreprise, et ce sont des projets d'entreprise qui se font souvent de manière collaborative avec consultation. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui relève d'une stratégie immobilière, d'une stratégie d'environnement de travail, et effectivement, en termes de démarche, afin de générer l'adhésion des collaborateurs, si la décision se fait dans le cadre d'une approche participative et collaborative, ça augmente bien sûr les chances de générer l'adhésion autour du projet et la réussite dans le déploiement et la mise en œuvre. Voilà. Merci beaucoup, Clara. Du coup, on va peut-être prendre encore une dernière question, si ça vous va. C'était par rapport à vos clients. Si c'était plus des TPE, PME, grandes entreprises, start-up. Voilà. Dans l'échantillon de notre étude? Non, pour vos clients. Les clients de Kando, D'accord. Alors, en fait, cette question, elle nous permet de retracer un peu l'histoire de Kando. Au tout début de l'histoire de Kando, nous avons beaucoup travaillé avec des PME. Et nous avons accompagné les PME de la mesure du confort et du bien-être de leurs espaces de travail jusqu'à l'amélioration concrète en proposant des solutions et en les déployant avec eux dans le cadre de projets de chantier ou de rénovation, où on s'assurait jusqu'au bout de la bonne exécution, de la bonne mise en œuvre des solutions. Depuis 2019, Kando a de plus en plus travaillé avec de très grandes entreprises, aux côtés de DRH et de directeurs d'environnement de travail, d'entreprises du CAC 40 par exemple. L'objectif, pour le coup, là on était beaucoup plus dans la mesure du confort, du bien-être des espaces de travail, grâce à notre Kandoumètre, qui est notre objet connecté, mais grâce aussi au recueil du ressenti des collaborateurs. Et nous avons été, donc, quand nous travaillons avec les très grandes entreprises, nous faisons donc ce diagnostic quantitatif-qualitatif et nous allons jusqu'à faire des recommandations de solutions pour améliorer le confort et le bien-être des occupants dans les espaces de travail. Donc, pour répondre à la question, nous sommes capables de travailler à la fois avec des PME et à la fois avec des très grandes entreprises en ajustant justement le type d'accompagnement que nous sommes capables de réaliser à leur côté. Eh bien, merci beaucoup. Pour le moment, je n'ai pas d'autres questions. Je vais du coup laisser votre contact si tout le monde est d'accord pour toutes les questions et l'envoi de la presse, parce que j'ai beaucoup de demandes pour l'envoi de la presse. Donc, merci beaucoup. Il faut savoir que ce webinaire sera vous pourrez le revoir sur le site de la Vitesse, sur les réseaux sociaux qu'on suivra. Et puis voilà, donc je vous remercie tous les deux et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci à tous, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Très bonne journée à vous.